Roel, tu es juriste de formation et historien par passion, j'ai envie de dire, par passion et passionné. On te doit, je sais pas, une dizaine de livres, quinzaine de livres, notamment sur la Grand Place, un petit livre également sur l'Ommegang, sur l'histoire de l'Ommegang, on en dira un mot. Livre sur l'Ommegang sous-titré, c'est pour vous appâter un petit peu, pour donner un petit peu le goût et le ton de la rencontre, sous-titré Procession, cortège ou spectacle. Voilà. Mais Roel, tu organises également depuis de nombreuses années donc ces parcours conférences à travers Bruxelles, à travers la ville, par le biais desquels tu as pu explorer les recoins peut-être un peu moins connus de la ville, à la fois physiquement, mais aussi par le biais de cette petite histoire bruxelloise. Depuis la saison passée, je tiens effectivement à voir un auteur néerlandophone, en tout cas. Ici, on verra que tout ça explose, il n'y a pas de néerlandophone, francophone, encore que dans l'histoire, c'est plus compliqué, mais entre nous, il n'y a pas de problème. Alors, à la Maison de la Francité, l'année passée, nous avions reçu Jan Battens. Aujourd'hui, Roel Jacobs, et je vous prépare autre chose. Voilà. Alors, Roel, si tu veux bien, moi, je voudrais juste qu'on dise un petit mot sur ton parcours avant de rentrer et d'arpenter avec toi Bruxelles. Juriste de formation, à quel moment est-ce que Bruxelles devient véritablement une passion pour toi? Aussi bien Bruxelles que l'histoire ont toujours été ma passion. Mais je venais d'un milieu social où on considérait qu'on n'étudie pas des trucs inutiles. Et donc, on étudie la médecine et on fait le droit. Et donc, j'ai fait le droit. Mais après, je me suis amélioré et j'ai fait de mon passe-temps mon métier. Et donc, ça fait quand même quelques décennies que je suis dans l'histoire. Et quand j'ai des problèmes de droit, je consulte un avocat, quoi. Alors, donc, j'ai dit ce livre-ci, Bruxelles Pentagone, publié chez CFC Éditions. Hein, je peux juste préciser aussi que tu viens de participer en écrivant la postface d'un livre sur le Manneken Pis, sur l'histoire de Manneken Pis, toujours chez CFC Éditions. Alors, ce livre-ci, il est paru il y a 3 ans, 3-4 ans maximum. Bon, le livre se présente sous forme de guide, hein, qui propose des balades partant de la Grand Place et qui se termine du côté du béguinage et des quais. Alors, on peut se dire, des guides sur Bruxelles, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Quel est peut-être ton axe, ton point de vue? Qu'est-ce que tu as, quel est le défi d'une certaine façon que tu as relevé dans ce bouquin, qui est quand même un guide qui fait 400 pages. Oui, en fait, écrire, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est toujours, un, de trouver un éditeur, et deux, de se mettre d'accord avec lui. Et donc, de ce point de vue-là, le livre est déjà le produit d'une histoire. CFC Éditions avait décidé de faire des monographies sur toutes les communes de Bruxelles. Mais quand tu dois écrire, par exemple, l'histoire de Boluwe-Saint-Lambert, si tu as 40 pages, c'est assez pour parler même de la couleur des chaussettes du bourgmestre, parce qu'il y a 150 ans, c'était un village de paysans, quoi. Donc, tandis qu'à Bruxelles, évidemment, c'est un tout petit peu différent, et CFC eux-mêmes ont très vite compris que c'était totalement impossible d'enfermer la ville dans le carcan dans lequel les autres communes de la région pouvaient se retrouver. Alors ils ont commencé à chercher des auteurs et en fait il y en a 3 qui se sont cassés la figure sur l'opération et puis ils ont demandé si je n'avais pas envie de le faire. Et donc moi déjà depuis tout un bout de temps je faisais en effet des conférences dans la ville. Il y a une dimension de d'engagement social dans la lecture de l'histoire qui fait que je ne suis pas un grand partisan d'une histoire qui se limite à la Grande Place, la Place Royale, l'histoire des vainqueurs et l'histoire du pouvoir. Et j'avais pris comme pari de sillonner toutes les rues
toutes les ruelles, toutes les impasses de la ville et de démontrer qu'il y a de l'histoire partout et qu'ailleurs, elle est aussi intéressante que sur la Grande Place, mais très différente. Un exemple, par exemple, mes amis les écolos, ils n'ont rien inventé, parce qu'en plein Moyen-Âge, il y avait déjà et de la pollution et de la contestation de la pollution. Mais dans les grands livres d'histoire, on ne lit jamais ça parce qu'il n'y a pas de place pour parler de ça quand on explique quelle princesse s'est mariée avec quel prince et quelle guerre ils ont commencé. Et donc je trouvais ça formidable. J'ai découpé la ville historique, donc le Pentagone, en 33 morceaux. Et chacun de ces 33 morceaux peut faire une conférence, donc partie visite, partie explication avec des documents anciens de 3 heures, ce qui fait alors les 99 heures de l'histoire de Bruxelles, qu'on n'a évidemment pas essayé de résumer là-dedans. La seule chose que je regrette, c'est que vu le concept d'ensemble de la série, il n'y avait pas moyen d'ajouter dans le titre historique, parce qu'en fait, c'est un guide historique du Pentagone. Et là, il faut quand même savoir que le dernier qui, avant moi, a tenté l'aventure, c'est le grand archiviste de la ville, Guillaume Desmarais, qui a fait ça au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et depuis lors, Desmarais, on l'a réédité jusqu'à l'occasion du faux millénaire de 1979, parce qu'il n'était millénaire que dans la tête de Van Alteren et de l'archiviste de la ville. Mais n'empêche, ça a permis de mener une grande réflexion sur l'histoire de Bruxelles. Et là, on a réédité pour la dernière fois le même Guillaume Desmarais, en mettant entre parenthèses tout ce qu'on avait démoli et en mettant en italique tous les buildings qu'on avait ajoutés. Ce qui veut dire que la réflexion historique du bouquin datait des lendemains de la Première Guerre. Et normalement, j'aurais pu faire un nouveau Desmarais, parce que je l'ai dans mes cartons, mais les éditeurs ne sortent plus des bouquins du poids d'un bottin téléphonique, et donc c'était pas possible. J'ai dû faire des choix déchirants pour limiter ça à 400 pages, avec quand même, je dois dire, une très belle iconographie, parce qu'ils avaient déjà fait pour un des auteurs précédents une collection de photos avec laquelle j'étais pas du tout d'accord, et en fait ils ont tout recommencé à zéro, et le résultat est assez impressionnant à mon avis, quoi. On pourrait juste, voilà, quelques mots sur la Grande Place, si c'est possible, et puis on partira très vite de la Grande Place. Donc, cet hôtel de ville, par exemple, incroyable. Oui, c'est vrai que nous, on fait l'histoire comme personne dans le monde le fait. Et ça, bon, ben, tout le monde le sait très bien, à Bruxelles, quand on commence des grands travaux, on ne termine jamais. Et de toute façon, en cours de route, il n'y a plus de fric, on n'est plus d'accord. Enfin, le livre, il est fini, hein, il est là, il est publié. Mais au lieu d'être une faiblesse de la ville, c'est une force de la ville. Et l'intérêt, c'est que ça se retrouve aussi bien dans la fameuse grande histoire, exemple Grande Place, que dans la grandeur de la petite histoire. Mais peut-être en effet commencer avec cette grande histoire. En 1695, ou plutôt en 1695, les troupes de Louis XIV ont bombardé Bruxelles. Et bon, ce n'était pas les Américains au Proche-Orient, mais c'était une ville qui était encore construite en bois. Et donc l'artillerie n'a pas su détruire, mais a su mettre le feu. Ce qui veut dire que tout le centre avait brûlé, que plus d'un tiers du bâti était en cendres. Et on a dû reconstruire. Et on a fait le gros de la reconstruction en à peu près 3 ans. Donc en 98, parce que là on pouvait revenir à nos comptes à nous, on a ressorti un homme gang et on a fait des grandes fêtes parce qu'on estimait que tout était... C'était pas tout à fait vrai, hein, mais enfin, on a fait semblant et on a fait des grandes fêtes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette expérience de reconstruction de la Grande Place est une expérience unique en Europe. Il n'y a aucun autre exemple ailleurs en Europe. Prenons la France, si vous prenez Paris. Quand on est président de la France, même quand on s'appelle Mitterrand, on est quand même un tout petit peu Louis XIV. Et quand on fait la grande bibliothèque, eh ben, d'abord on rase tout, et puis sur un vide, on construit un truc
tel qu'il a été conçu par l'architecte qu'on a donné mission de le faire. Et ce truc, il est terminé tel qu'il a été conçu. Donc Paris, il ne faut pas visiter, vous restez à la maison, vous vous achetez une bonne encyclopédie de l'architecture et vous feuilletez. Et quand vous êtes au XVIIe siècle, l'image dans le bouquin, c'est exactement la place telle qu'elle se trouve à Paris. Et quand vous êtes au XVIIIe, c'est exactement la même chose, et au XIXe, c'est aussi exactement la même chose. Chez nous, jamais. Jamais de la vie. Et la Grande Place est extraordinaire pour ça. Faut savoir qu'on construit de la façon dont on pense et qu'on pense de la façon dont on vit. Et donc, ça a très peu de sens de parler d'architecture uniquement en termes techniques ou en termes d'esthétique, d'histoire de l'art, quand on ne voit pas le contenu, qui a construit, pourquoi et dans quel but. Ben, en fait, on parle d'une boîte vide. Et le problème, c'est que la ville fin du Moyen-Âge est une ville très différente de la ville fin du XVIIe siècle. Et que donc, on vit autrement, on pense autrement, on construit autrement. Au Moyen-Âge, c'est simple. Dans la société urbaine, il y a peu d'éléments centraux. Le pouvoir est dans les mains d'une élite militaire, la vieille noblesse qu'on appellera plus tard la noblesse d'épée. Et ces types, ils apprennent deux choses, hein, courir l'ennemi et courir les femmes. Et donc, ils ne sont jamais chez eux, parce qu'ils sont toujours en route pour une autre guerre ou pour une fête de mariage chez un voisin où ils espèrent marier un de leurs propres enfants. Et donc, il n'y a pas une capitale telle que nous entendons ça aujourd'hui. Avant le XVIe siècle, ça n'existe pas. Le pouvoir central est très mouvant. Ce qui veut dire que pour être important dans la ville du Moyen-Âge, tu es obligé de t'affilier à toutes sortes d'associations. Pour ton métier, une corporation. Pour la défense de la ville, un serment. Pour la religion, une confrérie. Et si tu veux vraiment gagner ton ciel, de préférence plusieurs confréries. Et ce n'est que dans la mesure où tu es quelqu'un dans toutes ces diverses unités que socialement, tu signifies quelque chose dans la ville. Ça est toujours comme ça. Hein. Si vous mettez 3 Bruxellois ensemble, vous avez un président, un secrétaire et un trésorier, et vous avez ce qu'on appelle en Wallonie une ASBL, et ce qu'on appelle à Bruxelles une société. Hein, on est un peu champion du monde, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la véritable histoire de nos régions n'a rien à voir avec les bêtises linguistiques d'aujourd'hui et avec le nationalisme, tout ça, ça n'existait pas. Nous étions, après l'Italie du Nord, le réseau urbain le plus ancien et le plus important d'Europe. Et donc l'Italie du Nord et nos régions sont les 2 pôles qui ont porté le développement de la civilisation européenne, parce que le développement de la civilisation européenne, c'est une histoire d'urbanité. Et par conséquent, nulle part ailleurs, cet aspect qu'on appelle le particularisme de la ville du Moyen-Âge a pesé plus lourd sur les mentalités, sur les habitudes des gens, que chez nous et chez les Italiens. Il y a d'autres aspects d'ailleurs où on peut faire la comparaison. C'est par exemple ce sport national, chaque fois qu'on doit payer des taxes, qu'on essaye de les payer 2 fois. Il n'y a que les Italiens qui sont aussi forts que nous dans ce domaine. Hein. La civilité fiscale, c'est pour les mêmes raisons. C'est à cause de cette histoire. Et quand on vit comme ça, on construit comme ça. Et on le dit en français d'ailleurs, c'est le terme générique dans toutes les langues, on construit pignon sur rue. Donc on construit sur un terrain en profondeur, avec une façade côté rue qui n'est pas très large, mais qui est très élevée et qui est décorée. Et qui est décorée chaque fois d'une autre façon, parce que le message qui est dans cette architecture, c'est de dire « moi, c'est moi », et celui d'à côté, le voisin, c'est un autre, il ne faut pas confondre. Et donc, le paysage urbain de la ville médiévale est un paysage vertical et contrasté parce que c'est voulu. À partir du XVIe, ça change. Le monde est devenu trop compliqué pour le faire diriger par des seuls militaires. Il y en a un qui essaye ça de nouveau aux États-Unis maintenant, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et donc, à côté de la vieille noblesse d'épée, se développe ce qu'on appelle la noblesse de robe.
Et la robe, c'est leur toge universitaire, c'est-à-dire c'est des gars qui n'ont pas appris à se battre, mais qui connaissent des langues, qui connaissent le droit, qui connaissent des techniques de négociation. Et donc il y a une élite intellectuelle qui va devenir une noblesse plus importante même que la vieille noblesse militaire. Et ceux-là, ils ne font pas que courir l'ennemi et courir les femmes. Et ceux-là, tu ne sais pas les déplacer tout le temps, parce qu'ils ont du personnel, ils ont des archives, ils ont donc des bâtiments, et par conséquent, naît la capitale, telle que nous entendons cette notion en langage moderne. Et ça, c'est la chance de Bruxelles. Bruxelles s'est battue pour devenir une résidence princière, et finalement la résidence princière la plus importante de nos régions. Il y avait des endroits où les princes étaient plus souvent qu'ailleurs, c'était des résidences princières. Et au moment où c'est fini, au moment où le prince fout le camp à Madrid et plus tard à Vienne, eh ben, c'est pas grave parce que même si lui fout le camp, il y a quand même son administration qui doit rester parce qu'on n'est plus dans une ville résidentielle, on est dans une capitale. Et donc l'histoire a continué jusqu'à aujourd'hui. Et alors la mentalité change complètement et l'élite ne va plus essayer de faire une maison pignon sur rue différente du voisin. On va tous sur la même place ou dans la même rue principale et on va tous construire de la même façon. Parce que si vous prenez une place où toutes les façades sont identiques, eh bien, ça donne l'impression que cette place est 2 fois plus grande qu'elle n'est vraiment. Place Royale, pour prendre un exemple. Et donc, cette fois-ci, le but, ça n'est plus « moi, je suis important parce que je suis différent de mon voisin ». Maintenant, le but, c'est « moi, comme mon voisin, je fais partie de l'élite des gens qui sont autour du pouvoir et on est important, pas parce qu'on est différent, mais parce qu'on est semblable ». Et donc, la ville moderne, elle n'est pas verticale et contrastée, elle est horizontale et répétitive. Eh bien, revenons sur notre grande place. Il y a le côté est, on appelle ça la maison au singulier des ducs de Brabant au pluriel. D'abord, les ducs, bon, ils n'ont rien à voir, là. Ils n'ont jamais habité là, ils n'ont jamais eu leur bureau là. C'est juste les bustes des ducs qui décorent la façade. Et la maison, on ferait mieux de dire les maisons. Parce qu'on a 2 fenêtres, un escalier, une porte, ça fait une maison. Et à côté, il y a de nouveau une porte, escalier, 2 fenêtres, ça fait de nouveau une maison. Et puis il y en a encore 2, et puis il y en a encore 2, et puis encore un 7e passage vers une maison arrière, mais qui n'est pas moins importante que les autres. Donc ça veut dire que ce sont 7 propriétés de personnes différentes qui n'ont aucun lien entre eux, mais de l'extérieur, ça donne l'impression d'être un immense bâtiment. Vous pouvez quand même vous imaginer que si on aurait fait 7 petites maisons toutes différentes, ça n'aurait jamais pu faire l'impression que ça fait aujourd'hui avec la fameuse façade des ducs de Brabant. D'ailleurs, pour le moment, la moitié appartient à la KBC. Parfois ils accueillent leur clientèle, c'est plutôt le private banking. Hein. Moi je peux aller parce que je dois faire l'exposé, pas parce qu'ils considèrent que je suis dans le genre de clients qu'ils accueillent là-bas. Et ils ont un très beau salon où je parle, large de 6 fenêtres. Et bien pour faire ce truc, ils ont dû détruire un mur mitoyen entre 2 maisons, parce que dans tout ce bazar, il n'y a rien qui est plus large que 3 fenêtres, ce sont toutes des maisons différentes. Et alors, une fois que vous avez vu les ducs de Brabant, vous vous retournez, vous regardez direction de la Bourse, hein, l'autre côté, où il y a le roi d'Espagne, la brouette et tout ça. Ça c'est le championnat du monde à ne pas se ressembler les uns les autres. Parce que les efforts que ceux-là ont faits, pour être tous différents l'un de l'autre et pour éviter toute forme de confusion entre 2 voisins, c'est génial. C'est génial. Et c'est un style baroque de la fin du XVIIe, mais avec une mentalité urbaine de la fin du Moyen-Âge qui regarde en face un style qui quitte déjà le baroque, qui évolue presque vers le classique et qui exprime les valeurs des élites de la fin du XVIIIe. Et c'est pour ça que Victor Hugo a dû avouer que notre grande place, même si elle n'est pas en France, est quand même la plus belle du monde, parce que notre grande place, il n'y a pas moyen de la voir en une seule fois. C'est trop riche, il y a trop de couches
différentes de lecture qui font que dans un seul aperçu, on ne peut pas comprendre. Ce qui a causé les pires problèmes d'ailleurs, parce que la Grande Place est reconnue maintenant par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Mais l'UNESCO c'est politique, hein, ils prétendent que c'est culturel, mais c'est politique. Bon, si les Français viennent de passer pour expliquer à l'UNESCO que la Tour Eiffel est encore plus haute qu'elle n'est vraiment, et encore plus droite qu'elle n'est vraiment, et après, nous on débarque comme Bruxellois et on dit que chez nous c'est génial parce que tout est tordu. Ah oui, ils ne comprennent pas, hein, ils ne comprennent pas. Et donc, les services de la ville ont dû écrire une motivation pourquoi notre grande place est patrimoine de l'humanité. Quand tu lis ça 3 fois, tu n'as toujours pas compris ce qu'il veut dire exactement, parce qu'il n'y avait pas moyen, quoi. Si on avait dit les choses telles qu'elles sont, ils n'allaient jamais comprendre. Et si on avait dit ce qu'eux voulaient, ben, ça n'allait pas ressembler à ce que c'est. Et c'est ça qui est génial, quoi. Il n'y a qu'à Bruxelles que vous trouvez ça. Oui. Il n'y a pas de nostalgie non plus dans ton livre, Roule. Ce n'est pas une nostalgie d'un Bruxelles. Mais cela dit, il y a quand même quelques petites choses que j'ai relevées. Et là, on va s'écarter de la Grande Place, parce que bon, voilà, on la connaît bien. Mais je voulais qu'on dise un petit mot sur ce boulevard Pacheco et la cité administrative. Parce que là, Roule, tu écris quand même « Le marteau des démolisseurs n'aura jamais autant sévi que dans ce quartier de la ville ». Donc on n'est pas loin d'ici, hein, on est juste en bas de la place de la Liberté et de la place des Barricades, sur lesquelles on reviendra parce qu'on est voisins et que voilà, on connaît ce quartier-là, mais tu évoques quand même tout ce quartier-là, les ruelles qui ont disparu, les noms assez pittoresques aussi de ruelles qui ont disparu, comme la rue de la Carotte, la rue de la Pompe, la rue des Cailles. Est-ce que là, pour toi, c'est vraiment une cicatrice dans Bruxelles? Comment est-ce que tu vois ce... Je pense qu'il faut faire une distinction entre 2 aspects. Souvent on entend en effet une sorte de romantisme passéiste comme ça qui dit bon, c'est dommage que tout ça a disparu. Autant vous dire que les gens qui vivaient dans les impasses au milieu du 19e siècle étaient très bien contents parce qu'on a fait d'abominables logements sociaux dans lesquels ils sont allés vivre et qui étaient pour eux des palais comparés à ceux dans quoi ils étaient. Donc je veux dire, le fait que la ville évolue et qu'elle change, ça en soi, ça n'est pas négatif. Le problème, c'est de savoir comment et dans quel but on le fait. Et donc, il y a un autre exemple, d'ailleurs encore beaucoup plus fort. On nous raconte tout le temps qu'Hans Spaak était un bourgmestre tellement social qui avait pitié de tous ces pauvres qui vivaient le long de la Seine et qui a donc décidé de voûter la rivière et de coller un boulevard parisien dessus, notamment parce qu'il y avait une grande épidémie de choléra qui, une fois de plus, prouvait que la situation était intenable. Il y a un petit problème. C'est que la décision définitive du conseil communal de créer le voûtement de la Seine a été prise quelques semaines avant le début de la fameuse épidémie de choléra. Et en histoire, il faut faire attention, quand on cite des trucs, il faut essayer de le faire dans le bon ordre. Parce que sinon parfois, on tire des conclusions qui ne ressemblent pas à grand chose. Et donc, c'est évident que ces problèmes ont joué un rôle important dans le débat, mais la vraie raison, c'est pas du tout ça. La vraie raison, c'est que la bourgeoisie triomphante veut prendre le cœur de la ville et donc vider les quartiers populaires pour les remplacer par le monde de la bourgeoisie triomphante du milieu de la deuxième moitié du 19e. D'ailleurs, c'est pas difficile. En l'an 1000, dans un village, on aurait mis l'église au milieu. En 1400, c'est déjà fini. On aurait mis sur la grande place l'hôtel de ville. Au 19e, quand nous sommes le 2e pouvoir industriel moderne du monde, après la Grande-Bretagne, on ne met plus d'église, on ne met plus d'hôtel de ville, on met la bourse de commerce. Et si après ça, on n'a pas encore compris, ben ça veut dire qu'on ne va jamais comprendre, évidemment. J'ai une fois une discussion là-dessus avec... Maintenant, il s'appelle Bruce, hein, avant c'était Brussel des Week, oui. Et ils essayent toujours d'expliquer que les institutions flamandes sont plus dynamiques
pour la culture à Bruxelles. En fait, c'est les seuls qui ont du pognon, donc c'est pas difficile de faire beaucoup de bruit quand on en a les moyens. Et moi, je disais, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec vous autres, parce que vous critiquez la gestion qui se fait à Bruxelles. Mais les grands musées qui ont les collections les plus intéressantes du pays, qui ont une valeur internationale, c'est dirigé par des types qui sont installés par le gouvernement. Il n'y a aucun Bruxellois qui intervient dans ce débat. Il y a plein de choses qui se font à Bruxelles. Si les gares, si on fait l'effort d'un peu réaménager maintenant, la gare centrale, la gare du Midi, ça a été des endroits impossibles pendant des années. C'était la SNCB qui décidait ça, hein, ce n'était pas les Bruxellois. Hein. Et donc là, il n'était pas d'accord. Il disait, ben non, ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui sont à Bruxelles sont responsables de Bruxelles. Et si ça va mal à Bruxelles, c'est la faute de Bruxelles. Alors j'ai dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Si les Flamands et les Wallons viennent faire de l'imbécile ici, c'est nous qui payons la note, mais il ne faut pas venir nous dire que c'est de notre faute. Et ça, c'est vraiment un exemple. Le centre administratif est un des pires exemples de ce phénomène-là. Moi, je ne comprends pas très bien. Hein, quand on a un hôtel de ville qui date du XVe siècle, qui est considéré comme le meilleur dans son genre, construit en Europe à cette époque, décider qu'on va un petit kilomètre plus loin pour faire un building moderne, pour s'installer dedans, moi je ne comprends pas. Et moi je me rappelle quand Freddy Tillemans a accueilli le bourgmestre de Paris, donc le prédécesseur de... Comment elle s'appelle? Non, bourgmestre de Paris. Hein. De Lanoé, voilà. Oui. De Lanoé est entré dans son bureau et a dit, moi, j'ai pas ça chez moi. Parce que l'hôtel de ville de Paris est impressionnant, c'est un truc énorme, mais c'est tout du 19e, un peu pastiche, un peu exagéré. Chez nous, il y a 5 siècles d'histoire là-dedans. Je crains, hélas, que le bourgmestre actuel s'intéresse apparemment un peu moins pour ces choses-là. Et je ne comprends pas toujours très bien qu'on peut gérer un patrimoine pareil et ne pas être conscient de ce qu'on a en main, quoi. Oui. Et donc, je trouve ça très grave, l'idée qu'on va probablement en grande partie vider l'hôtel de ville historique. Et qu'on va tout déplacer dans des bâtiments plus confortables, plus modernes, à l'emplacement du 58, et donc de nouveau avec un bazar unifonctionnel, évidemment, puisque oui, on va mettre toute l'administration de la ville là-dedans, avec une série d'étages de parking souterrains, etc. Quoi. Et on n'aura même plus le privilège de pouvoir monter sur le toit du parking 58. Seule fonction peut-être du parking 58, comme tu l'écris, Roule, qui permet une vue superbe sur les feux d'artifice du Nouvel An et du 21 juillet. Souvent, côté flamand, on dit aussi, oui, ben, c'est une ville flamande, qu'après on a mal traduit en français. Il faut nuancer un peu, hein, parce qu'on a tellement changé des trucs au 19e, quand on aménageait, ben là, c'était d'abord en français, et on a traduit plus tard en flamand. Et ça vaut la peine de faire la différence. Il y a une toute petite rue, je ne donne qu'un exemple parce que c'est une conférence en soi, ce truc. Il y a la rue de la Tribune. C'est très important dans la démocratie. Parce que la tribune, c'est la tribune parlementaire. Et quand il y a une tribune parlementaire, ça veut dire qu'il y a un parlement qui est maître de son calendrier, de son agenda, et qui a le droit d'amender ce qui lui est soumis. Il n'y a qu'avec ces 3 conditions qu'on a un parlement démocratique, un parlement moderne. Le parlement ancien, avant la Révolution française, était convoqué au bon vouloir du prince, avec un agenda décidé par lui, et ils avaient le droit de dire oui ou de dire non. Et s'ils disaient non, on les rappelait le lendemain, et à l'époque d'Anissens, on les a rappelés une fois, 70 fois. Et en cours de route, on en a racheté quelques-uns pour les faire changer d'avis, et comme ça, c'était réglé. Donc la tribune, c'est vraiment, même si c'est une toute petite rue, c'est un truc très important dans ce quartier. Il y a quand même une andouille de, à mon avis, un after catholique flamand
qui n'aimait pas trop cette ville libérale, anticléricale et donc de gauche. Enfin, c'est compliqué. À l'époque, les libéraux, c'était la gauche, catholique, c'était la droite. Je ne vous demande pas de répéter ça demain à Renders ou à Madame Milquet, parce que peut-être qu'ils ne comprendront pas très bien, mais c'était comme ça à l'époque. Et nous étions la ville la plus à gauche du pays, et Landouille qui a traduit, il a fait de la rue de la Tribune de Kanselstraat. Alors, le Kansel, c'est la chaire de vérité. C'est le meuble sur lequel grimpe le curé pour raconter qu'il a raison tout seul. Donc c'est l'antithèse de la tribune parlementaire. Mais ça aussi, c'est des trucs qu'il n'y a que chez nous. Hein. Alors pour ceux qui connaissent un peu le quartier, moi j'y ai habité et il y a une rue magnifique qui s'appelle rue du gouvernement provisoire. Et j'ai habité là pendant la crise de 2010-2011. Vous imaginez les railleries des amis français. Où habites-tu rue du gouvernement provisoire? Non, tu blagues. Mais non, c'est vrai. Et alors, effectivement, voilà, tout ça ne s'invente pas, effectivement, et tout ça est très bruxellois. Alors, là, important aussi, parce qu'il me semble que ce quartier, finalement, réunit pas mal de fils conducteurs du bouquin, c'est les statuts aussi. Et cette idée que tu rappelles de ce syndrome bruxellois de déplacement des statuts. Ah oui, on change, on garde les monuments, mais on les déplace. Quoi. Le syndrome des monuments déplacés, oui, c'est ça. Donc régulièrement, il y en a qui ont envie de démolir quelque chose, et alors il y a des sales caractères comme moi qui commencent à gueuler, à dire que ça ne peut pas se faire, et puis ils démolissent quand même, mais ils ne détruisent pas, ils démontent. Ils démontent, et puis ils mettent ça dans un hangar quelque part, et alors commence la discussion, et parfois la discussion prend 2 mois, parfois elle prend 40 ans, ça dépend. Et après, on décide de remettre ailleurs. Et donc, il y a moyen de retrouver l'histoire de Bruxelles, mais il faut connaître la technique du puzzle. Il faut savoir les trucs authentiques que vous voyez, ils sont authentiques, mais il faut les remettre ailleurs pour comprendre l'histoire de la ville, quoi. Il y a le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est même pas tellement là-bas, parce que là aussi, ça se fait. Mais ce qui est encore beaucoup plus fort, c'est marché aux poissons. Hein. Il y a eu... D'abord, ça commence place de Brucker. Quand Anspach a fait son boulevard, il y avait encore la vieille église du couvent démoli des Augustins, qui était désaffectée, qui était une salle de fête, salle d'exposition, et on l'a laissée au plein milieu de la nouvelle place qui va s'appeler par après place de Brucker. Et puis, plus tard, on l'a démolie. Mais on a récupéré la façade parce qu'elle se trouve dans la rue du Bailly qui donne dans l'avenue Louis. C'est la façade qui était place de Brucker. Et la place de Brucker, on va mettre une énorme fontaine en honneur d'Anspach, qui est le bourgmestre qui a fait le boulevard. Place de Brucker, fontaine Anspach. Et puis, un peu plus loin, il y a la rue Sainte-Catherine où on décide de moderniser la moitié de la rue. Le côté où est l'ancienne église qui est en mauvais état, qui est aussi trop bas par rapport au niveau de la rue modernisée, on décide de démolir ça. Mais vous imaginez, avec le concordat en Belgique, quand un pouvoir politique démolit une église, il doit, pour cette fabrique d'églises, construire une nouvelle église. Alors les libéraux, radicaux, anticléricaux, ils aimaient beaucoup de choses, mais pas construire des églises. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Poulard, qui était l'architecte de la ville à ce moment-là, il venait de combler un bassin du vieux port du canal du XVIe siècle, et on lui dit, tu fais une nouvelle église là-bas. Mais comme la tour est encore en bon état, on va la laisser où elle est, on a déjà épargné ça. Maintenant, il y a des imbéciles qui parlent du campanile de Sainte-Catherine, mais ça c'est en Italie, hein, quand l'église, la tour est à côté de l'église. Ici, c'est pas la tour à côté de l'église, c'est la tour qu'on a laissée là pour faire des économies, quoi. Et puis c'est un drame, parce que quand tu vas combler un bassin, et tu mets un truc du poids d'une église là-dessus, tu as au moins l'intelligence d'attendre 5 ans pour que ça se tasse.
Ben, Poulard, c'est vraiment un des pires qui a sévi ici. Donc il a construit tout de suite et le truc a commencé à bouger avant que c'était fini. Hein. Ils sont encore toujours occupés à restaurer, à entretenir. Et en plus, les catholiques, eux, comme ils sont très conservateurs, ils sont friands du Moyen-Âge. Et eux, il n'y a qu'un truc qu'ils aiment, c'est le néo-gothique. Parce que ça, c'est le Moyen-Âge, et là, l'Église est très importante. C'est comme ça que Bruges est devenue, au XIXe siècle, une ville beaucoup plus médiévale qu'au Moyen-Âge. Depuis que j'ai écrit ça, il y en a quelques-uns qui sont un peu fâchés sur moi à Bruges, mais c'est surtout parce que c'est vrai, hein, parce que si c'était des blagues, ça ne valait pas la peine de s'exciter sur ce que j'ai écrit, quoi. Mais donc, chez nous, les libéraux, ils n'aiment pas ça. Hein. Ils ne vont quand même pas faire ce que veulent les curés, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut chercher des compromis à la belge. Et Poulard a construit un truc dont toutes les dimensions sont gothiques et dont tout le langage architectural, tout ce que vous voulez un peu donner au roman, donner au byzantin, donner au renaissance, tout sauf gothique. Et donc ça ne va pas ensemble, évidemment. Si vous remplacez tous les arrondis par des ogives, ben, vous avez un néo-gothique comme il y en a 13 dans une douzaine. Et si vous ramassez le bâtiment et vous le diminuez d'un tiers, ben, vous avez un bâtiment en néo-machin truc qui n'existe pas parce que les catholiques ne voulaient pas ça. Bon, un peu plus loin, au fond, on va combler les autres bassins. Et il y a un pont là. Et il y a une énorme roue qui actionne ce pont tournant. Et on met ça sous le pavement, quoi, pour en être quitte. Et puis plus tard, on a enfin décidé ce qu'on va faire de la fontaine en SPAC. On va la mettre marché aux poissons. Mais entre-temps, on a décidé de faire un métro là-bas. Alors, si la fontaine est trop lourde pour le métro Place Brucker, elle est évidemment trop lourde pour le métro marché aux poissons. Donc, on va la mettre, mais sans toute sa base. Ce qui fait que si les sculpteurs verraient le truc aujourd'hui, ils en deviendraient malades. Parce que tout ça a été sculpté pour qu'on regarde ça comme ça, et pas pour qu'on regarde ça comme ça. Et au moment où on creuse pour faire le métro et pour mettre la fontaine, on retrouve la roue. Maintenant, bon, c'est une référence vénérable au vieux port du XVIe siècle, et donc on récupère la roue, on est allé la mettre au milieu du marché aux poissons, où elle n'a jamais été auparavant. Et donc le seul truc qui est à sa place, c'est la tour noire derrière Sainte-Catherine, quoi. Mais c'est génial quand même. Alors, deuxième question, vous avez vu le drapeau de Bruxelles aujourd'hui, plus du tout Saint-Michel terrassant le dragon, hein. On dirait une petite chauve-souris, quoi. Il n'y a plus de dragon. Est-ce que vous savez pourquoi et qui a décidé que ce drapeau devait changer? C'est un mauvais croisement entre Batman et une chauve-souris, parce qu'ils ont payé beaucoup d'argent à une firme anglaise qui leur a inventé ce truc. Et ça, c'est les spécialistes de la communication qui terrorisent un peu leur monde à l'époque où nous vivons. Parce que Philippe Claus, qui est l'échevin du personnel, avait demandé mon avis et pas celui des Anglais. Et donc le personnel porte autre chose sur leur costume. C'est-à-dire que le Saint-Michel, d'abord, il n'a pas grand-chose à voir avec les curés. Hein. Donc à Bruxelles, il faut faire attention, il faut regarder deux fois pour comprendre. Les autorités urbaines ont réalisé 3 grands chantiers au XVe siècle. La tour de l'hôtel de ville couronnée par le Saint-Michel, les 2 tours de l'église principale Sainte-Gudule qui sont construits par le magistrat de la ville et la grande salle d'apparat des ducs de Bourgogne, la Magna Aula, dont le reste se trouve sous la place royale. Alors, grande place, 20 mètres, Sainte-Gudule, 40 mètres, place royale, 60 mètres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont terminé la tour de l'hôtel de ville qui culmine à 96 et une chic, quoi, presque 97. L'église, ils ont fait les 2 tiers et alors ils ont arrêté. Parce qu'il fallait la moitié en plus les flèches, ce qui fait que sans les flèches, c'est moins haut que Saint-Michel. Et la Magna Aula est un bazar gigantesque. On pense que
la fête de la toiture, ça devait s'approcher des 50, mais 40 plus 50, ça ne fait toujours pas 97. Donc, ce Saint-Michel qui est sur la grande place, c'est la ville dans la vallée, les gens du commerce et de l'industrie, qui regardent les collines où se trouve le pouvoir religieux et le pouvoir politique, et qui leur disent, écoutez, vous autres, n'êtes pas mieux que nous, hein. Si vous êtes riches, c'est grâce à nous, c'est parce que nous on a travaillé, et on va vous faire la preuve, on va se mettre au-dessus, on va physiquement se mettre au-dessus de vous. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est aller place Royale, vous installer derrière le cul du cheval de Godefroy de Bouillon, et de ce point de vue-là, regardez le bas de la ville et vous verrez que Saint-Michel est au-dessus de vous. Et donc Saint-Michel à Bruxelles, donc le vrai Saint-Michel catholique, le plus souvent, il a une lance, et cette lance est une croix, pour bien expliquer de quoi on parle. À Bruxelles, en général, on lui enlève la lance et on lui met une épée en main. Comme ça, on est déjà quitte de la croix. Et alors, Charles Bultz, le meilleur qu'on a eu, hein, c'est Karl pour les flamingants, Charles pour les francophones et Charles pour nous. Hein. Et quand c'est pour Bultz, ça veut dire que c'est une tournée gratuite, donc c'est quand même le meilleur, quoi. Et lui, il a fait un nouveau cachet de la ville, fait faire quoi. Et c'est un Saint-Michel qui a de nouveau une lance, mais sur la lance, il n'y a pas une croix, il y a un flambeau. Sentia vincere tenebras, hein, si vous connaissez l'ULB. Et donc, ça c'est... Et le personnel de la ville porte le dessin que Bultz a fait faire sur leur uniforme. Et qui est donc très différent de la chauve-souris Batman, quoi. Et Notre-Dame-aux-Neiges, alors c'était... Ah oui, mais ça c'est tout bêtement... Vous savez, à la contre-réforme, une des erreurs qu'on a inventées au XVIe, c'est les jésuites, évidemment. Hein. Et au début, les jésuites, le culte de la Vierge, ils n'aimaient pas trop, ils trouvaient ça un peu superstitieux. Parce que d'abord, une femme, et c'est pas Dieu, et alors il faut la religion, elle doit se concentrer sur l'essentiel. Et puis après, ils ont compris qu'il n'y avait rien de plus populaire que la Sainte Vierge, quoi. Et alors ils y sont allés, on a repris tout ce qui existait et on en a inventé encore quelques-unes en plus. Donc il y a une prolifération des cultes de la Vierge dans le cadre de la contre-réforme et sous l'impulsion notamment des jésuites. Et donc vous avez par exemple une rue Notre-Dame du Sommeil près du canal, et vous avez celle Notre-Dame-aux-Neiges qui sont de ces multiples vierges qui étaient vénérées à l'époque, et c'est tout bêtement parce qu'il y avait une petite chapelle dans le coin qui était dédiée à cette vierge-là. Donc il y a une sorte de rue principale qui sillonne à travers le quartier et qui porte ce nom parce que c'est dans cette rue que se trouvait cette chapelle. Par contre, je me souviens qu'on avait... on avait évoqué cette question que les jésuites, il y a des rues à Bruxelles de à peu près tous les ordres religieux, sauf rue des jésuites. Il n'y a pas une seule rue des jésuites à Bruxelles. Ben parce qu'on s'en est débarrassé. Hein. Ouais. Donc ils avaient un couvent et un collège énorme. Vous connaissez la rue Lebeau, qui monte de la rue de l'Hôpital vers le Grand Sablon. Eh bien, elle traverse le domaine des jésuites. Donc vous imaginez d'un côté, comment ça s'appelle maintenant, Proximus ou oui, c'est ça, hein, parce que comme ça change de nom tout le temps. Et de l'autre côté, les bâtiments qui vont jusque sur le boulevard de l'Empereur, eh bien, vous enlevez tout ça, et à ça correspond le site des jésuites. Mais au XVIIIe, des princes très catholiques, comme notamment l'impératrice Marie-Thérèse, estimaient que les jésuites faisaient un peu trop de politique et un peu trop peu de religion, et on les a interdits dans toute une série de pays européens. Ce qui fait qu'ils ont foutu le camp, notamment en Russie, et chez les Prussiens, et que là-bas on a récupéré un retard de quelques siècles dans l'éducation. J'ai expliqué une fois devant un public très catholique le Davidsfonds, c'est l'association catholique flamande, et il m'a invité comme contradicteur
pour un gars qui avait fait un bouquin sur Marx à Bruxelles. Et je dis, c'est quand même pas très sérieux. Pour une fois que vous m'invitez comme contradicteur, c'est parce que je suis d'accord avec le type, quoi. Parce que son bouquin n'était pas... C'est un collaborateur de la radio-télévision flamande et il avait pas mal fait ça. Mais dans le débat, ils ont osé commencer à expliquer ce qu'à leur avis est le marxisme. Et bon, là, c'est une autre paire de manches, évidemment. Et je leur ai gentiment expliqué que Vladimir Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine, tient tous ces idéaux sociaux du Marx philosophique et tient tout son côté manipulation, magouille, prise de pouvoir de l'éducation chez les jésuites. Parce que les exercices théologiques d'Ignace de Loyola et Que faire, qui est le manuel du bon bolchevique pour savoir comment il doit prendre le pouvoir, sont deux écrits qui se ressemblent très fort. Il y a quelques mots qui sont dans l'un et pas dans l'autre, quoi, comme prolétaire ou comme Dieu, mais pour le reste, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Et alors, ça s'est bien terminé, alors ça? Ah ben, ils étaient quand même un peu étonnés. C'était la première fois qu'on leur racontait ça comme ça, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que Victor Hugo, déjà au milieu du 19e siècle, considérait la Grande Place de Bruxelles comme une des plus belles places au monde. Ça prouve qu'il avait bon goût, mais je pense qu'il a dû voir une place qui était très différente de celle que l'on peut contempler maintenant. Car j'ai eu l'occasion de visionner récemment des photos de Bruxelles qui datent, à mon avis, des années 1890, début XXe siècle, début 1900, qui montrent une grande place très différente, avec notamment des maisons, nous connaissons tous la maison du roi d'Espagne, qui est totalement différente. C'est une grosse bâtisse d'angle qui a certes le même gabarit, mais qui est très différente, qui ne présente absolument pas toutes les décorations qu'on lui connaît, qui ne présente pas la fameuse tourelle à lanterne avec le petit ange, voilà. Et donc d'autres maisons comme ça qui sont en fait des reconstitutions actuelles. Et apparemment, ces reconstitutions sont relativement récentes, c'est-à-dire dateraient du début du XXe siècle plutôt. En tout cas pour cette partie-là de la place. Je ne parle pas pour le côté maison des ducs de Brabant, pardon. Là, bon, c'est peut-être différent. Bon, l'hôtel de ville, lui, est authentique, tout à fait, mais le reste, apparemment, ce serait une reconstitution selon, sans doute, d'anciens dessins, d'anciennes gravures ou peintures de la place telle qu'elle se présentait au XVIIe siècle. Oui. Ben, vous avez raison, sauf qu'il faudrait quand même reculer de quelques dizaines d'années quand vous dites 1890, parce que c'est une expérience extraordinaire. Aucune ville dans ce pays a négligé son patrimoine historique aussi brutalement que Bruxelles. Le comble, c'est que la rivière, on l'a mis dans 2 pertuis et on a collé un boulevard parisien dessus. C'est vraiment dire, le passé, on s'en fout. Mais en même temps, aucune ville dans ce pays s'est investie dans un projet aussi lourd, aussi coûteux et qui a duré aussi longtemps que n'est la remise en valeur de la Grande Place, d'après des dessins que de Rons a fait un peu après la reconstruction, donc début 18e, à l'aide du travail des historiens, des architectes. Donc il y a toute une recherche qui a été faite. Il y a des correspondances, par exemple, entre Bulls, bourgmestre et l'architecte principal de la ville et l'archiviste principal de la ville, là où les dessins n'étaient pas assez précis et il fallait essayer de reconstituer le contenu des sculptures sur les façades, et donc on cherche vraiment des arguments historiques pour être le plus près possible de ce qui est probable. Alors pourquoi d'un côté on se fout de l'histoire, et d'un autre côté, on investit aussi lourdement dans l'histoire? Ben, c'est très simple. C'est parce que deuxième moitié du 19e, on savait déjà que l'Église a un grand passé derrière elle.
Parfois, je parle trop vite. Je dis que les curés ont des histoires, mais ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre, ça n'a rien à voir. Que l'Église a un grand passé, parce que tu ne sais pas rater ça. Le pays est rempli de chapelles, d'églises, de couvents, de ruines d'abbayes. Mais on ne savait pas encore à cette époque-là que nous sommes le deuxième réseau à l'ancienneté et en importance, réseau urbain d'Europe, après le nord de l'Italie. Et que notre histoire n'a pas été construite par le clergé, ni du point de vue économique, ni du point de vue culturel, mais par les élites urbaines. Et ça, c'est la raison qui explique qu'une majorité libérale de gauche, anticléricale, va faire un surinvestissement dans la remise en valeur de la Grande Place, parce que c'est un monument laïque. Et c'est la preuve que tu n'as pas besoin d'être curé pour avoir une grande histoire derrière toi. Et donc, en fait, si vous dites 90, c'est pas vrai parce que les travaux étaient presque terminés. Donc là, ça ressemblait déjà assez bien à ce que c'est maintenant. Mais pour le reste, pour l'époque d'Hugo, vous avez tout à fait raison. Il n'y avait plus aucune sculpture sur la place, sauf Michel sur la tour. Mais n'empêche que les volumes des maisons, le rythme des bâtiments, et quand même, bon, l'hôtel de ville lui-même, que tout ça impressionnait sans tout le décor qu'on a rajouté par après, quoi. D'abord, mais ça c'est trop long à expliquer maintenant, je combats le communautarisme linguistique et le nationalisme. Parce que ce sont des notions du XXe et du XIXe siècle avec lesquelles tu ne sais pas expliquer le passé. Un nationaliste qui parle du passé ment toujours, parce qu'il doit expliquer un monde qui n'a rien à voir avec ses idées, mais qui doit correspondre à ses idées. Et donc il doit forcer la réalité. Et donc si vous voulez une clé de lecture pour chercher l'histoire de la ville, et alors aussi son identité et la question de savoir si on est prétentieux ou pas, eh bien, il faut retourner vers cette idée des réseaux urbains. Chez nous, tous les 25 km, une petite ville. Tous les 50 km, une grande ville. Il n'y a qu'en Italie que vous aviez ça, ailleurs en Europe. Et si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, il faut faire la comparaison des villes. Dans un premier temps, la Flandre était plus importante que le Brabant. Et puis le Brabant est devenu plus important. Et finalement, deux villes brabançonnes ont émergé et sont devenues les plus importantes, et encore toujours les deux villes les plus importantes de Belgique aujourd'hui, en ordre alphabétique, Anvers et Bruxelles. Oui. Eh bien, comparer les deux. Je sais d'expérience que quand tu dois expliquer à un Anversois qu'un jour dans l'histoire, il n'était pas important, il ne comprend pas vraiment. Il n'est pas content. Parce que ce n'est pas vraiment sa façon de voir les choses. Mais c'est peut-être dommage, parce que quand tu acceptes qu'un jour tu n'étais pas important, alors tu peux t'imaginer que tu es devenu important. Et l'intérêt de l'histoire, c'est de savoir quand, comment et pourquoi tu es devenu important. Et de ce point de vue-là, nos deux grandes villes ont des histoires tout à fait parallèles. Oui, très différentes, mais parallèles. Parce qu'elles ont toutes les deux commencé tard, plus tard que d'autres. Toutes les deux, au départ, ne signifiaient rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc elles se rejoignent. Et toutes les deux, à un moment donné, ont démarré. Oui. Et alors, c'est très spectaculaire, parce qu'en 3 siècles de temps, Anvers devient le centre financier et commercial. Eux, ils disent du monde. Moi, je dis de la partie du monde que les Européens connaissaient déjà à l'époque, mais enfin bon. Au moment où Bruxelles est le centre politique le plus important d'Europe, parce que la résidence principale de Charles Quint, le prince le plus important, le plus puissant d'Europe. Et c'est alors qu'on se forge une identité. Et comment les Anversois le font? Ils inventent une légende sur leurs origines, avec un soldat romain qui coupe la main d'un géant et qui la jette dans l'Escaut. Antwerpen, hein? Et si vous ne croyez pas ça, on raconte une autre, parce que c'est une légende, évidemment. Bien, mais pourquoi? Incroyable. Parce que quand tu es le numéro 1 dans la finance et le commerce international, tu ne te moques pas de toi-même. Et dans ta communication extérieure, au contraire, tu en rajoutes encore un peu. Donc Anvers, avec moins qu'un soldat romain et un géant, il n'en sortait pas. Mais chez nous, c'est différent. Ah ouais. Parce que notre succès n'est pas économique, notre succès est politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les princes avaient besoin de fric pour faire de la politique, ils allaient chercher le fric où il était, c'est-à-dire chez les artisans, chez les commerçants, donc dans les villes. Et les villes donnaient chichement
ce qu'elle était obligée de donner, et Bruxelles donnait le double. Et tous les autres disaient, ils sont fous, c'est bruxellois. Et ça, c'est documenté. Hein. Je peux aussi faire toute une conférence avec des exemples concrets de ce domaine. Et ça a réussi. Ça a réussi. Et quel est le résultat? C'est que Bruxelles a pu se développer comme un centre de commerce de luxe où on faisait les trucs les plus beaux et les plus chers qui existaient en Europe, parce qu'on avait des clients pour ça, et parce que les clients qui étaient ici étaient une publicité pour les autres. Quand Charles Quint voulait une tenture bruxelloise, eh bien, un mois plus tard, le roi de France et le pape et le roi d'Angleterre, ils voulaient ça aussi. Et ça, c'est notre histoire. Un investissement volontariste dans le combat pour avoir une fonction politique qui nous permet une histoire industrielle atypique. On n'a jamais eu l'importance commerciale de Bruges ou Anvers, on n'a jamais eu l'importance industrielle de Gand ou de Liège, on n'a jamais eu l'importance religieuse de Tournai ou de Cambrai, mais on a eu autre chose. Et donc, on est devenu finalement la capitale. Et quel est le problème? Quand tu as dit au prince, tu veux, eh ben on va te donner le double. Tu as envie de facilité, eh ben on va t'en donner encore plus. Alors, il ne faut pas faire la grande gueule comme les Anversois, hein. C'est mieux, c'est plus malin de se moquer de soi-même. Et c'est pour ça que l'autodérision est la pierre angulaire de la mentalité et de l'esprit et du folklore bruxellois. Et c'est pour ça que notre symbole national, hein, c'est pas un soldat romain, mais c'est un petit bonhomme à poil qui pisse sur un coin de rue. Voilà. Bonsoir. Il y a en fait beaucoup de Flamands qui viennent travailler tous les jours à Bruxelles, mais pas tellement de Flamands qui vivent. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Est-ce que ça a toujours été ainsi? C'est assez complexe, hein, parce que Bruxelles, en 1830, a tout juste pas 100 000 habitants. 99 900 aidés. Et au 20e, on va atteindre le million. Donc ça explose. Et il y a eu des mouvements démographiques assez importants dans le pays, dans toute notre histoire. Dans un premier temps, comme je disais, nous sommes le deuxième pouvoir industriel du monde après la Grande-Bretagne. Déjà à l'époque de Napoléon et à l'époque des Pays-Bas unifiés, donc même déjà avant la Belgique. Et donc une première grande immigration à Bruxelles, elle est wallonne. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait de la métallurgie à Bruxelles. Et il fallait chercher les gens qui savaient faire ça dans des régions qui avaient une tradition dans ce domaine. Et donc un jour, il faut qu'on arrête dans les Marolles de se donner des racines espagnoles qui sont inventées de toutes pièces, qui ne ressemblent à rien, et il faut s'intéresser aux racines wallonnes réelles du quartier des Marolles. Parce que ça, c'est toute une histoire qui tient la route. Les Flamands, ça a commencé un peu plus tard, parce qu'en Flandre, il y a une industrie très arriérée de textiles à domicile, et il faut entendre une maladie des patates, en fait, des pommes de terre, au milieu du 19e. Et là, vous avez un mouvement, comme on voit maintenant dans le tiers-monde, la campagne qui s'enfuit vers la ville. Et donc, la première vague de Flamands vient après et est massive parce qu'elle est liée à la misère dans la campagne flamande où ce vieux textile s'effondre. Et depuis lors, il y a des traditions, par exemple, des provinces comme le Luxembourg, comme le Limbourg, comme la Flandre occidentale, ont nettement moins de moyens. Donc, ceux qui sont capables d'étudier un peu et qui ont des parents qui peuvent les aider un peu, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cherchent un avenir dans la fonction publique. Et donc, en toute comparaison, il y en a plus de ces régions-là qui vont venir vers la capitale et vers l'administration et aussi vers l'armée, etc., parce que c'est lié à leur situation économique locale. Un autre aspect, c'est que c'est l'autre côté des libéraux, hein, parce qu'ils ont fait beaucoup de trucs à gauche, mais tout ce qu'ils ont fait n'était pas à gauche. Il y a eu l'idée géniale de couper très vite le lien entre le lieu de travail et le lieu d'habitat. Ce qui faisait qu'on avait des usines, mais que les gens qui travaillaient là-dedans, à la maison, avaient toujours 2 poules et un porc. Et mentalement, ne se considéraient pas comme des ouvriers,
mais se considéraient en fait comme des paysans qui devaient travailler en plus à l'usine parce qu'ils ne gagnaient pas assez. Ce qui donne une toute autre mentalité, ce qui explique par exemple en partie que le syndicalisme chrétien n'est nulle part aussi fort qu'en Flandre et en Italie, et que c'est complètement différent de ce qui s'est passé en Wallonie. Et puis il y a un autre aspect, c'est que dans Bruxelles, au moment où on a commencé à négliger la ville, tous ceux qui pouvaient se le permettre, ils ont foutu le camp, hein, et ils sont allés habiter en Brabant flamand, en Brabant wallon, et il y en a là-dedans qui parlent français à la maison, mais qui votent sans aucun problème pour des partis flamands, parce qu'ils payent beaucoup moins de taxes dans les communes là-bas, et comme il le dit si gentiment, ils n'ont pas de boniou dans leurs pieds quand ils vivent à 30 km de la ville plutôt que dans le centre de la région. Et donc c'est vraiment tout cet ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération, et à mon avis, c'est pas parce qu'on a inventé une frontière linguistique que nous sommes obligés de nous arrêter à ça. Moi j'ai une proposition. On choisit 3 géographes sociaux, géographes humains. La condition, c'est que tous les 3 ne soient pas mentalement dérangés par le syndrome des communes à facilité. Hein? Donc, disons, un Japonais, c'est pas moi, un Canadien, mais pas du Québec à l'heure, et quoi, un Brésilien. Et on demande à ces gens de définir, d'après les critères de leur science, l'espace urbain bruxellois. Nous sommes une ville de plus de 3 millions d'habitants. Ça, c'est la réalité. Et d'ailleurs, quand les Européens font leur compte sur la richesse des régions, ils n'écoutent pas Bartje de Wever. Hein. Pour eux, la région centrale belge, c'est Bruxelles, plus le Brabant flamand, plus le Brabant wallon. Et ceux qui ne sont pas d'accord, je les mets au défi de partir, bon, plus de la Grande Place, mais de la limite du piétonnier de Mayer, et de quitter la ville, et de dire à quel endroit ils peuvent définir qu'ils quittent une ville et qu'ils entrent dans une campagne. S'ils ne font pas gaffe, ils sont déjà aux Pays-Bas. Hein. Maintenant,